Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, la dernière séance c'était sur les instruments internationaux ou les instruments des droits de l'homme à vocation internationale. On a parlé de l'internationalisation des droits de l'homme ou l'universalité des droits de l'homme. Et on a dit que quand on parle de l'universalité des droits de l'homme, on évoque les textes suivants. On a la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a les deux pactes internationaux. Le premier, il est relatif aux droits civils et politiques, et le deuxième, il est relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et on a dit aussi qu'il y a deux protocoles. Le premier protocole sur l'abolition des droits de la peine de mort, abolition de la peine de mort, et le deuxième protocole sur ce qu'on appelle le droit des individus de porter plainte quand il y a violation des droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme sur le plan international. Ce sont ces documents-là. Ce sont les 4 documents qui sont ici. Non, 1, 2, 3, 4, 5 documents, tout simplement. Bien, on a parlé de la Déclaration universelle, le contenu et aussi le fond qui était un peu, je ne vais pas dire que la plupart ou l'humanité a été dessus, mais je vais dire qu'il était complété pour avoir une force juridique par les deux pactes internationaux. Maintenant, on a ce qu'on appelle un document sur le plan international. Et à côté de ce document-là, ou ces documents-là sur le plan international, il s'est avéré qu'on a d'autres documents, mais à vocation régionale. À vocation régionale, ça veut dire que chaque région va, elle aussi, va avoir ce qu'on appelle un document qui est propre à sa région. La question qui se pose, à quoi sert d'autres documents, puisqu'on a un document qui est pour l'humanité tout entière. Et c'est avéré que pour avoir des textes régionaux, le but de la présence de ces textes régionaux-là, c'est pour que chaque document va répondre à la spécificité, va compléter la déclaration et il ne va pas être dans la non-conformité. Au contraire, tous les deux vont dans le même sens. C'est pour ça qu'on va trouver des documents. Un document propre à l'Europe, qu'on appelle la Convention européenne. Il y a un autre qui est propre pour les Américains, qu'on appelle la Convention américaine. Il y a un autre pour le continent africain, qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'homme. Et il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il y a un autre pour le monde arabe, qu'on l'appelle aussi la Charte arabe. Pour l'Asie, bien sûr, il n'y a pas un document pour cette région-là et on va parler de la cause pourquoi il y a une certaine absence. Commençons par le document européen, ce qu'on appelle la Convention européenne. Bien, on va écrire là la Convention européenne des droits de l'homme. Cette convention-là, la Convention européenne, c'est ça le nom qu'on utilise souvent. La Convention européenne, c'est un document pour la région de l'Europe, pour les Européens. Elle englobe plusieurs États européens. Dans cette convention, il y a tout ce qui touche de près ou de loin des droits de l'homme. Les droits de l'homme sur les libertés individuelles, les droits civils, les droits politiques, sociaux, etc. L'essentiel que cette Convention européenne, c'est un document rien que pour les Européens. Ça veut dire leurs droits. On a la Convention, le document, plus la Déclaration universelle qui vont tous dans le même sens. On a dit que ce document-là a vu le jour en 1953, mais c'est un document. Ça veut dire un document qui est composé d'un préambule et plusieurs articles. Pour le concrétiser, on a besoin des mécanismes. C'est pour ça, c'est ça. Si on n'a pas de mécanismes pour concrétiser tout ce qui a été dit, ces articles vont rester lettres mortes. C'est pour ça on a opté pour avoir des mécanismes pour concrétiser le contenu de la Convention européenne. Avant, il y avait la Commission européenne, mais maintenant, il n'y a plus cette Commission européenne. Il y a la Cour européenne qui se trouve jusqu'à maintenant, qui joue le rôle de l'organe juridictionnel, et il y a le Conseil d'Europe aussi qui joue ce rôle-là.
L'essentiel, c'est que tous ces instruments-là, il y a la Cour ou le Conseil se trouve à Strasbourg, en France. L'essentiel, ce sont des organes. Ceux qui se croient, que ce soit un État, une personne physique ou morale, qui se croient ou qui étaient lésés ou ses droits ont été violés, ils peuvent présenter une plainte, une requête devant la Cour européenne, et cette Cour, bien sûr, elle va voir est-ce qu'il y avait vraiment une violation ou non. L'essentiel, ce que vous devez savoir, c'est qu'au sein de la Cour et du Conseil, suite à la Convention, il y a plusieurs organes. Il y a des organes, il y a des sous-organes, il y a des comités, il y a des commissions, etc. Mais vous allez vous arrêter sur ces deux. La Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil européen des droits de l'homme. Leur rôle, bien sûr, c'est la protection et la promotion des droits de l'homme en Europe. Bien. On va trouver comme deuxième document, il y a la Convention américaine. La Convention américaine, on peut dire qu'elle a essayé de suivre les mêmes pas que la Convention européenne. Ça veut dire qu'ils ont les États d'Amérique, que ce soit le Nord ou le Sud, et ils ont bien sûr rédigé cette Convention américaine pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette Convention américaine, elle est moins fiable. Elle est moins précise que la Convention européenne. La Convention européenne reste la plus célèbre, la plus claire et la plus concrète. Par contre, cette Convention-là, elle est moins fiable, elle est moins, si j'ose dire, elle joue un rôle moins que la Convention européenne. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y a aussi, dans la Convention européenne, il y a des mécanismes. Il y a la Cour, vous allez voir, la Cour américaine des droits de l'homme. Il y a la Commission américaine des droits de l'homme. Il y a le Conseil, ce Conseil-là n'existe pas. Il n'y a que la Commission américaine et la Cour américaine des droits de l'homme. Le premier organe, il reçoit les requêtes ou les plaintes. Et le deuxième organe, il joue le rôle de l'organe juridictionnel. Troisième convention, c'est la Charte africaine. La Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Vous voyez, là, ils ont rajouté le mot peuple pour le peuple africain. Ce charte-là, il a vu le jour en 1981, ça veut dire récemment. Il y avait beaucoup de personnalités africaines qui ont plaidé pour avoir cette charte-là, juste après, bien sûr, l'indépendance. Ce sont des États jeunes qui ont eu leur liberté, leur indépendance récemment, mais qui ont voulu consolider les droits de l'homme. Parce que si on ne respecte pas les droits de l'homme, on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas avoir un certain développement et on ne peut pas avoir un développement tout court. Bien. Pour le peuple africain, pour eux, les droits de l'homme, c'est un luxe. Ce qu'il leur faut, eux, c'est bien sûr manger ou cesser les guerres. Parce que vous savez, en Afrique, on a toujours cette roue qui tourne autour, soit les épidémies, soit les guerres civiles, soit la famine, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette charte-là, elle a vu le jour, bien sûr, en aide avec, ce sont des personnalités africaines, comme le plus célèbre, Léopold Sédar Senghor, qui a dit que normalement, il faut concrétiser, il faut aller développer les droits de l'homme. Bien, la Charte africaine des droits de l'homme, c'est une charte, ça veut dire un document où on va trouver plusieurs droits. Mais là, dans cette charte-là, ce qu'il faut souligner, c'est que pour la première fois, on va entendre, on va écouter, on va trouver des droits qui sont nouveaux. Par exemple, le droit à l'eau potable. Vous voyez, avant, on ne parlait pas de l'eau potable. Après, on parlait aussi de droit à la nourriture, parce qu'il y a la famine. Et il y a un droit aussi qui est très intéressant, c'est le droit d'exploiter leur propre, ou le droit à l'autodétermination, ou le droit aussi d'exploiter ses propres richesses naturelles. Vous voyez, parce que ces richesses-là allaient avant dans les États impérialistes. Cette charte-là, c'est vrai que quand on parle de l'Afrique aussi, on parle d'un déchirement sur le plan politique. Il n'y a pas ce qu'on appelle, il n'y a pas une certaine stabilité politique. Et pourtant,
On va trouver aussi des institutions comme par exemple la Commission africaine des droits de l'homme qui reçoit des requêtes. Il y a dernièrement la Cour africaine des droits de l'homme. Le rôle de cette cour, bien sûr, c'est l'organe juridictionnel, ça veut dire trancher dans les litiges, que ce soit entre les États ou un individu et un État. Voilà. Ça reste encore, il y a beaucoup de travail à faire, mais l'essentiel, on a le texte et on a les mécanismes pour concrétiser ce texte-là. Reste beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs problèmes. Il y a les guerres civiles, il y a l'instabilité politique, il y a la famine, il y a les virus, il y a l'épidémie, etc. Tout ça, ça bloque le développement le contenu de cette charte, y compris aussi les mécanismes. Aussi, dans l'organe juridictionnel, on trouve qu'il n'y a pas une certaine liberté, il n'y a pas une certaine autonomie des juges. Elles restent toujours liées à leur État ou à leur parti politique, etc. Tout ça, ça bloque. Il y a une autre chose qui bloque le développement des institutions ou des organes ou des mécanismes, c'est que on va trouver ces organes-là, ils sont éparpillés en Afrique. Il y a par exemple des organes qui se trouvent à Addis Abeba, d'autres qui se trouvent au Mali, etc. Ça veut dire qu'ils ne sont pas réunis dans un même État ou dans une même ville. Voilà. Il y a une autre convention, une autre charte, c'est la charte arabe. La charte arabe des droits de l'homme, là, on va trouver que, vous voyez que ça commence à diminuer. Là, c'est le top, la Convention européenne. La Convention américaine, c'est encore moins. La charte africaine, il est en voie de développement, mais chez les Arabes, il y a toujours ce qu'on appelle un blocage. Il y avait une charte pour les Arabes. Cette charte-là n'était pas promulguée ni signée par la plupart des États arabes. Je crois qu'il y avait seulement un seul État et c'était en 1994. Il est resté comme ça veut dire entouré de la poussière jusqu'en 2004. 2004, d'autres États ont le promulgué, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une certaine concrétisation. En plus, il n'y a presque aucun organe ni mécanisme pour concrétiser la charte africaine la charte arabe des droits de l'homme. La question qui se pose, est-ce que les Arabes ont une allergie? Ils sont contre les droits de l'homme. Il y a deux réponses. Il y a ceux qui disent que chez les Arabes, les musulmans, il y a ce qu'on appelle la charia, il y a le Coran, et pour eux, tout est dit dans le Coran. Il y a d'autres qui disent que normalement, il y a des droits qui sont dans le Coran, il suffit de les concrétiser. Le malheur, c'est qu'ils n'ont pas concrétisé tout ce qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ils n'ont pas, bien sûr, pratiqué tout ce qui est dans le Coran, avec, bien sûr, une certaine... dans la vraie interprétation du Coran. Voilà, c'est pour ça on trouve que maintenant il y a une crise des droits de l'homme chez les Arabes. Cette crise-là, elle est due, moi je vais dire des deux, les gouvernants et les gouvernés, parce que les deux sont responsables. Les gouvernants ne sont pas venus d'une autre planète, nous qui ne sommes responsables de leur présence. Il y a aussi l'analphabétisme, il y a aussi des causes économiques, tout ça. Mais, comme je dis toujours, les droits de l'homme, c'est une conviction, c'est une culture. Si on ne croit pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir, bien sûr, un avenir meilleur dans le domaine des droits de l'homme. Voilà, il y a plusieurs choses à dire concernant la crise des droits de l'homme dans le monde arabe. C'est que, je vais dire que les causes sont multiples. Je vais dire que les régimes politiques qui sont là, mais d'une façon illégale, sans le consentement du peuple, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la liberté d'expression, et il n'y a pas cette culture des droits de l'homme. Ils ne sont pas convaincus. Pour eux, les droits de l'homme, c'est un luxe, il y a d'autres priorités. Moi, je dis que s'il n'y a pas les droits de l'homme, si on ne respecte pas les droits de l'homme, on peut pas, si on ne respecte pas la dignité
humaine, on ne peut pas parler d'un développement humain, on ne peut pas parler d'un développement économique, social, politique, culturel, etc. Voilà ce qu'on peut dire sur les instruments régionaux des droits de l'homme. Vous voyez que chaque région a essayé d'avoir une convention et des mécanismes pour concrétiser cette convention, et bien sûr, à part la charte arabe où il n'y en a pas. Pour l'Asie, il n'existe pas. Il n'y a ni convention, ni charte. Pourquoi? Parce que l'Asie reste un continent qui est trop vaste, il y a plusieurs cultures, il y a une certaine diversité qui est frappante, que ce soit sur le plan, par exemple, économique. Sur le plan économique, on a le Japon, c'est une puissance économique, et on a le Bangladesh c'est un État qui est très pauvre, etc. Il y a bien sûr plusieurs cultures, il y a des musulmans, des bouddhistes, etc. Tout ça, cette diversité énorme, profonde, radicale, n'a pas aidé à avoir un instrument régional pour la région de l'Asie, pour avoir un document qui relie tous ces États-là. Ça n'empêche, il y a un rôle qui est actif de la société civile, et on trouve par exemple, comme par exemple Asia Watch, ce sont des associations qui ont essayé et qui existent jusqu'à maintenant pour la protection et la promotion de l'homme asiatique. Voilà ce qu'on peut dire sur les instruments régionaux pour la protection des droits de l'homme pour chaque région.